La reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne. Et à cette occasion, j'avais envie de vous raconter le tout début de cette histoire. Lorsque elle apprend que son père est décédé et qu'elle devient reine. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. L'histoire d'Elisabeth II commence par une scène totalement surannée, qui se déroule quelques heures après sa naissance, le 21 avril 1926. Vers 3 heures du matin, le ministre de l'Intérieur se présente au domicile de ses parents, le duc et la duchesse d'York, au 17 Breton Street, à Londres. Il entre, on l'emmène dans la chambre du bébé. Il se penche de manière tout à fait formelle sur le berceau, et il constate que l'enfant qui vient de naître est bien la fille du duc et de la duchesse. Alors qu'en vérité, il n'en sait rien du tout. Et l'ayant constaté, il fait envoyer un message au maire de Londres dans lequel il atteste de la naissance d'une nouvelle princesse. Tout ça parce que 3 siècles plus tôt, le roi James avait eu un bébé mort-né et lui avait substitué un autre enfant. Donc, une princesse est née, que l'on baptise tout de suite Elisabeth. Elisabeth Alexandra Mary of York. Mais pour l'instant, c'est juste une princesse qui, sur le papier, a très peu de chances de régner un jour sur l'Angleterre. Car certes, elle est la petite fille du roi George V, mais ça n'est pas son père qui doit lui succéder sur le trône, c'est son oncle. Et c'est donc le futur enfant de son oncle qui sera roi, pas elle. Son baptême a lieu 1 mois plus tard, avec de l'eau venue tout droit du Jourdain, en Terre Sainte. Et on installe le bébé dans une nurserie juste au-dessus de la chambre de ses parents. Et on le confie à 2 nounous écossaises, dont l'une, surnommée Allah, oui j'ai bien dit Allah, a déjà été la nounou de sa maman. Ce sont elles qui vont l'éduquer, en vérité, les nounous écossaises, parce qu'à peine nés, ses parents partent pour un long voyage de plus de 50 000 kilomètres dans l'Empire britannique. L'éducation des nounous écossaises est évidemment un peu rigide. Par exemple, Elisabeth ne peut s'amuser qu'avec un seul jouet à la fois. Si elle en veut un autre, elle doit ranger le premier. Ça laissera des traces. Et tous les jours, on l'emmène prendre l'air frais, dehors. Les repas sont à heure fixe, avec obligation de terminer son assiette, pas de caprice. Et dès qu'elle a l'âge, après le repas, la princesse doit faire la vaisselle. Assez vite, la petite Elisabeth devient la chouchou de son grand-père, le roi George V. Lui qui ne s'est jamais vraiment occupé de ses propres enfants devient raide dingue de sa petite fille. Il l'appelle Lilibeth. Un jour, figurez-vous, on le surprend à 4 pattes dans sa chambre en train de jouer au cheval en hennissant. Alors que la petite Elisabeth l'encourage tout en lui tirant la barbe. Allez, En août 1930, Elisabeth a 4 ans, arrive une petite sœur, Margaret. Alors que ses parents, honnêtement, auraient préféré un garçon qui serait passé immédiatement devant Elisabeth dans l'ordre de succession. À partir de ses 5 ans, Elisabeth apprend à lire, avec sa mère, et pour le reste, on recrute des gouvernantes, dont une française, pour lui apprendre le français. On lui enseigne aussi l'histoire, la géographie, pas trop l'arithmétique, on se dit qu'elle n'aura pas à faire de compte dans sa vie. L'après-midi, les arts, le lundi cours de danse, le mardi cours de chant, le mercredi dessin et le jeudi musique. Ainsi grandit la jeune princesse Elisabeth, jusqu'à un événement qui va bouleverser sa vie. En 1936, elle a 10 ans, son grand-père, le roi George V, meurt.
là, il n'y a pas débat. Le roi est mort, vive le roi. Son fils aîné, David, lui succède. L'oncle d'Élisabeth, qui n'était pas le chouchou de son père, il ne l'aimait pas beaucoup. Mais peu importe, il est l'aîné, il devient roi. Et il prend le nom d'Édouard VIII. Et ce jour-là, objectivement, le trône s'éloigne d'Élisabeth. Le roi suivant sera le descendant d'Édouard VIII, qui pour l'instant à 42 ans est toujours célibataire, mais pas pour longtemps. Depuis quelque temps, le roi, qui est plutôt joli garçon, s'est entiché d'une américaine, Wallis Simpson, et il a l'intention de l'épouser. Il va en faire sa reine. Sauf que, d'abord, elle est protestante, et pas anglicane, elle est 2 fois divorcée, shocking, mais surtout, elle fréquente les cercles fascistes anglais, eux-mêmes très proches des nazis, et ça, plus le reste, ça ne passe pas. Édouard VIII est à peine couronné que le gouvernement britannique lui fait savoir qu'il est hors de question que cette femme devienne reine. Vous allez devoir choisir, Majesté. Ou vous renoncez à Miss Simpson, ou vous abdiquez. Et il choisit, figurez-vous, de renoncer au trône, par amour pour Wallis Simpson. C'est pas beau ? Alors qu'entre nous, il paraît qu'elle n'était pas très amoureuse, mais surtout intéressée. Mais donc Édouard VIII se sacrifie. Et c'est là que la vie de la jeune Élisabeth bascule, parce que qui devient roi à sa place ? Son frère, Albert, le duc d'York, Bertie, comme on l'appelle à l'époque, le papa d'Élisabeth, qui ne s'y attendait pas du tout, et qui d'ailleurs n'est pas très emballé par l'idée de monter sur le trône. Décidément, quelle famille ! Il faut dire qu'Albert n'a pas vraiment le profil. Il est timide, il est torturé, et surtout, il est bègue. Alors il freine des cas de fer, il veut pas y aller. Un jour, la petite Élisabeth se cache dans l'escalier avec sa petite sœur, et elle entend ses parents qui s'échauffent. Sa mère tente de convaincre son père d'accepter le trône. « You must accept, Bertie. I don't want to be king, darling. » Il doesn't want. Mais il finit par accepter. Et le 12 mai 1936, il monte sur le trône et prend le nom de George VI. Et à partir de là, Élisabeth, 10 ans, comprend qu'elle sera reine. Et donc elle se met à observer son père, de loin, à apprendre les gestes, les attitudes. Et elle le voit souffrir d'ailleurs. Il n'est pas très heureux, le roi George VI, à cause de son bégaiement notamment. Il arrive, grâce à un thérapeute, à le maîtriser un peu, mais quand il doit parler en public, c'est un calvaire. Début 1939, Élisabeth a donc 13 ans. Elle fait la connaissance d'un lointain cousin, Philippe de Mountbatten, au cours d'une visite de ses parents, le roi et la reine, au Royal Naval College de Dartmouth. Philippe a 18 ans, il est l'un des élèves, il est grand, il est blond comme un viking, il a les yeux bleu perçants, et pendant toute la visite, elle ne le quitte pas des yeux. Il lui a tapé dans l'œil, alors qu'il a 5 ans de plus. 18 ans. Elle dira plus tard, j'ai su tout de suite qu'il était l'homme de ma vie. Mais l'époque n'est pas aux amourettes. 3 ans après le sacre de George VI, en 1939, la guerre éclate. Élisabeth a donc 13 ans. 1 an plus tard, Londres se retrouve pilonnée par l'aviation allemande. Churchill propose à la famille royale d'aller trouver refuge au Canada. Ce serait plus prudent. Vous serez à l'abri des bombardements. Mais la reine refuse catégoriquement. Mes enfants ne partiront pas sans moi, et moi, je ne partirai pas sans le roi. Et le roi ne quittera jamais son pays. Néanmoins, la famille royale accepte de se replier au château de Windsor, où les caves peuvent servir d'abri contre les bombardements. Et tous les jours, le roi et la reine vont à Londres. Et normalement, ils rentrent le soir. Mais quand les bombardements s'intensifient, souvent, ils restent à Londres et Élisabeth et sa petite sœur Margaret se retrouvent seules à Windsor, avec leur gouvernante. Et en octobre 1940, Élisabeth a 14 ans. Et on lui demande pour la première fois d'adresser via la BBC un message aux enfants d'Angleterre pour leur remonter le moral. Vous êtes des milliers dans ce pays
à avoir dû quitter vos maisons et à vous retrouver séparés de vos pères et de vos mères. Ma sœur Margaret et moi-même, nous compatissons, car nous savons par expérience comment il est dur d'être loin de ce que nous aimons le plus au monde. Chacun de nous sait que tout se terminera bien, car Dieu veillera sur nous et nous donnera la victoire et la paix. Et lorsque reviendra la paix, souvenez-vous qu'il nous appartiendra à nous, les enfants d'aujourd'hui, de faire du monde de demain un monde meilleur et plus heureux. Elle s'en est bien sortie. 14 ans. Pendant toute la guerre, la princesse Élisabeth verse la moitié de son argent de poche, 5 shillings par semaine, à des œuvres de charité. Rien à dire. En 1942, elle a donc 16 ans, elle intègre l'armée, avec le grade de colonel en chef. Elle ne fait pas la guerre, bien sûr. Elle passe en revue la garde dans la cour du château de Windsor. Mais dans les derniers mois de la guerre, elle intègre l'armée, la vraie, la branche féminine, et donc elle va sur le terrain. Et elle apprend à monter et à démonter des moteurs de camions, et à conduire des engins militaires. Et après la guerre, réapparaît le prince charmant, Philippe de Mountbatten. En vérité, ils ne se sont jamais perdus de vue. Pendant toute la guerre, ils se sont écrits. Mais maintenant, elle veut l'épouser. Et c'est pas gagné. D'abord, il n'est pas britannique, il est grec. Et orthodoxe. Ensuite, il est fauché comme les blés. Il n'a même pas de maison. Mais surtout, il a des origines germaniques. Et ses 4 sœurs ont épousé des nazis très proches d'Hitler. Et enfin, il a 5 ans de plus qu'elle, et elle tout juste 20 ans. Et donc, le roi et la reine lui demandent d'attendre. Alors elle attend. Entre-temps, Philippe obtient la nationalité anglaise, il se convertit à la religion anglicane, et en juillet 1947, ils finissent par se fiancer. Et 4 mois plus tard, il se marie à l'abbaye de Westminster. Et au passage, il devient duc d'Édimbourg. Et leur premier voyage officiel à l'étranger a lieu en France, à Paris, en mai 1948. Un soir, ils vont dans un nightclub près des Champs-Élysées, chez Carrère. Et pour l'honorer, Édith Piaf vient chanter à sa table. Ce jour-là, personne ne l'a remarqué. Mais Élisabeth ne boit pas une seule goutte d'alcool. Elle est enceinte de 3 mois, Charles. Et 2 ans plus tard, en août 1950, elle donne le jour à une petite fille, Anne. En février 1952, la princesse Élisabeth, qui a maintenant 26 ans, entreprend avec son mari Philippe, le duc d'Édimbourg, un voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et en chemin, la route est longue à l'époque. Ils font étape dans l'une de leurs colonies, le Kenya. Alors arrivés à Nairobi, ils sont accueillis par les dignitaires locaux et ils partent en safari pour 2 jours, dans la région du Mont Kenya, dans un hôtel qui s'appelle le Tree Top, dans lequel on leur a réservé une chambre absolument exceptionnelle. Un bungalow, une cabane juchée sur un gros figuier, avec vue sur la savane. Oh Philippe, tu as vu les éléphants là-bas? Regarde à droite, regarde le troupeau de rhinocéros. Oh, comme je regrette que papa ne soit pas là. La princesse a une petite caméra. Elle filme tout ce qui bouge. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que quand elle descendra de cet arbre, tout à l'heure, elle sera reine. Car à 10 000 kilomètres de là, la BBC vient de l'annoncer, une terrible nouvelle. Son père, le roi George VI, est mort. It is with the greatest sorrow that we make the following announcement. It was announced from Sandringham
At 10:45 today, February the 6th, 1952, that the king, who retired to rest last night in his usual health, passed peacefully away in his sleep. C'était un gros fumeur. On savait qu'il avait un cancer du poumon. Il est rentré de la chasse, épuisé. Il s'est couché tôt. Le lendemain matin, vers 7h30, son valet est allé frapper à sa porte. « Her Majesty! Her Majesty !» Il est entré. Et il l'a trouvé mort, infarctus, à 56 ans. Tout de suite, le palais de Buckingham envoie un message codé à Nairobi, au siège de l'administration coloniale. Mais pour le lire, l'employé qui le reçoit a besoin d'un code. Et le code est enfermé dans un coffre-fort. Et il ne trouve pas la clé. Mais qu'est-ce que j'ai fichu de cette fichue clé? Et ça dure, et ça dure. Toute l'Angleterre est au courant, mais pas la princesse, pas sa fille. Finalement, on trouve le code. Et vers 13h30, ça fait 6 heures que le roi a été retrouvé mort. On prévient, non pas la princesse, mais son mari Philippe. Pour lui annoncer la nouvelle, Philippe l'emmène marcher dans le jardin de l'hôtel. Et après quelques circonvolutions, « Ma chère, votre père, le roi George VI, est mort. » Le visage de la princesse se crispe, ses yeux se remplissent de larmes, elle se mord les lèvres, mais elle ne pleure pas. Comme disait son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, « Never explain, never complain », ne jamais se justifier, ne jamais se plaindre. On lui a appris à ne pas pleurer en public, depuis toute petite. Évidemment, le couple princier annule la suite du voyage et rentre tout de suite à Londres. Ils atterrissent à l'aéroport d'Heathrow. Le Premier ministre Winston Churchill est là, tout en noir, et avec lui tout le gouvernement. La porte de l'avion s'ouvre, et la future reine, robe noire et chapeau noir, apparaît. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une fois de plus, elle ne pleure pas. Quand elle serre la main de Churchill, elle affiche même un petit sourire. Elle se tient déjà comme une reine. Et on lui demande « Sous quel nom souhaitez-vous régner ?»« Oh, mais le mien! Pourquoi en prendre un autre ?» Elle sera donc la reine Élisabeth II, car il y a déjà eu une reine Élisabeth il y a 400 ans. La date du couronnement est fixée au 2 juin 1953. Le prince Philippe est chargé de l'organisation. Il est question d'un défilé aérien. Le prince met l'aviation britannique en garde. « Attention, messieurs, si vous faites passer les avions à la verticale, la reine ne pourra pas les regarder sans faire tomber sa couronne. » La BBC propose de retransmettre l'événement en direct. Au début, tout le monde s'y oppose, à commencer par le Premier ministre Winston Churchill. « Mais enfin, nous ne pouvons pas aveugler la souveraine avec des lumières trop vives, trop brûlantes. » L'église anglicane non plus n'est pas emballée. « Si les gens regardent le sacre à la télévision, chez eux, dans leur salon, en mangeant des sandwichs, la cérémonie perdra tout son sens divin. » Mais finalement, on finit par autoriser les caméras à l'intérieur de l'abbaye de Westminster. La future reine refuse juste que l'on filme le moment où l'archevêque de Canterbury va pratiquer l'onction suprême. Pour la première fois donc, un couronnement sera retransmis en direct dans 5 pays européens. Élisabeth a choisi sa robe, blanche, absolument identique à celle de son mariage, si ce n'est les broderies qui représentent toutes les provinces du Royaume-Uni. 2 semaines avant le couronnement, on procède à des répétitions à Westminster. Élisabeth y va 3-4 fois, et dans la salle de bal du palais de Buckingham, où Élisabeth, avec un drap sur les épaules pour simuler sa traîne, s'applique à répéter les gestes et les placements. Et à porter la couronne, parce qu'elle pèse 2 kilos d'or et de pierres précieuses. Il ne faudra pas qu'elle la fasse tomber. Et arrive le grand jour. Dès l'aube, la foule envahit les rues de Londres pour voir passer le carrosse, énorme tarte à la crème de 7 mètres de long qui emmène Élisabeth
vers l'abbaye de Westminster. À l'intérieur de l'abbaye, ont pris place tout ce que la planète compte de chefs d'État, de rois, de reines, de princesses, de princes, de ducs, de duchesses et tout le tout-team. La reine-mère et Margaret arrivent à 10h30. On n'attend plus qu'Elisabeth. Et la voilà. Avant de pénétrer sous les voûtes de Westminster, elle vérifie l'ajustement de sa traîne. Elle se tourne vers ses demoiselles d'honneur en souriant. All right, girls. Elisabeth arrive devant l'autel. Elle prête serment par écrit de servir son pays et ses sujets. Et puis elle s'avance vers la chaise du roi Edward, sur laquelle depuis 1308, tous les rois d'Angleterre ou presque ont reçu l'onction suprême. Elle s'assoit. On dresse au-dessus d'elle un baldaquin, car personne ne doit voir ce qui va se passer maintenant. Et surtout pas les caméras. L'onction, c'est par ce geste qu'elle va devenir reine. À l'ombre du baldaquin, l'archevêque de Canterbury se saisit d'une petite cuillère en argent. Il y verse quelques gouttes de saint crème, l'huile sainte. Il y plonge 2 doigts et il trace une croix sur sa tête, sur sa poitrine et sur la paume de ses 2 mains. Comme Salomon a été sacré roi par le prêtre Zadok et le prophète Nathan, sois sacré, béni et consacré reine des peuples que le Seigneur ton Dieu t'a donné à diriger et à gouverner. On lui remet ensuite les insignes de la royauté, une épée, 2 sceptres et 2 bracelets. Et l'archevêque pose sur sa tête la couronne de Saint-Édouard. Élisabeth va s'asseoir sur le trône et un à un, les princes et les pairs du royaume, son mari le duc d'Édimbourg en tête, viennent lui prêter allégeance à genoux. Élisabeth est reine, et pour longtemps. Et pour la première fois de l'histoire du monde, 27 millions d'Européens ont suivi son couronnement en direct à la télévision. Voilà donc pour cette histoire, et je vous ai demandé, Patrick Hainaut, de nous aider à la débriefer. Vous êtes ancien diplomate, ancien ambassadeur, et vous êtes surtout, et c'est ça qui nous intéresse, président de l'association France-Grande-Bretagne, et vous me racontiez, juste avant l'émission, que vous avez grandi enfant en Angleterre. Et évidemment, la première chose que je veux vous demander, c'est jusqu'à quel point vous êtes ému, aujourd'hui, par la mort de la reine. Je suis très ému, d'abord en tant que Français, c'était une grande amie de la France, sur un plan plus personnel, appartenant à une famille qui vit avec un pied de part et d'autre d'un manche de près de 2 siècles, et ça me ramène à ma jeunesse et à mon enfance que j'ai vécu en noir et blanc sur les actualités. La télévision n'existait pas encore, il y avait ce qu'on appelait le newsreel, et j'ai suivi tout ça, le couronnement et d'autres épisodes dont j'avais... À la télévision ? Non, il n'existait pas encore. D'accord. Elle a commencé, je crois, comme en France, la télévision s'est lancée en Angleterre au moment de le couronnement en 52. Et les gens regardaient la transmission de la cérémonie dans les boutiques. Il y avait très peu de télévision dans les maisons. Et vous vous souvenez où vous étiez ? Tout bien. J'étais pensionnaire à ce moment-là. J'étais pensionnaire en Angleterre, dans un collège. J'ai fait une bonne partie de mon éducation en Angleterre. Alors nous n'avons pas vu ça en direct, mais on l'a vu dans ce qu'on appelait les actualités, le newsreel. Alors naturellement, nos professeurs nous montraient ça, et c'était très émouvant. Très, très émouvant. Puis, surtout, pour quelqu'un qui, comme moi et comme tous les contemporains, ont vécu l'Angleterre de l'immédiate après-guerre, qui était une Angleterre exsangue. Il faut se souvenir, dans 1945, vainqueur, certes,
le Royaume-Uni était presque plus abîmé, amoché que la France. Oui, donc le couronnement redonne du cœur aux Anglais, quoi. Tout à fait, absolument. Mais il y a quand même eu, avant ce couronnement, un cheminement. Un certain nombre d'éléments ont marqué une progression. Symboliquement, par exemple, je me souviens très bien de ça, jusque vers 48 ou 49, la garde n'était pas en rouge. Ils avaient des treillis, tout simplement, pour les raisons financières. Et je crois, en 50, quelque chose comme ça, mes parents m'ont montré ça. On a vu revenir la garde avec ses magnifiques uniformes bleus, le Busby, c'est-à-dire le bonnet à poil. Et puis, il y a eu un moment que les Français, au moins connus, qui a eu lieu en 51, avec un gouvernement d'ailleurs travailliste, le Festival of Britain, qui a été un espèce de grand événement culturel, qui a d'ailleurs redonné vie à une partie du sud de Londres, qui avait été très bombardée. Et ça a été le début d'un tournant. Et le couronnement vient clouter tout ça. À votre connaissance, jusqu'à quel point la reine Élisabeth est-elle surprise que son père devienne roi et qu'elle devienne par là même l'héritière du trône? Parce qu'elle sait bien que le tonton est célibataire à 42 ans. Alors il y a Wallis Simpson qui tourne autour, mais il y a quand même un risque qu'il n'ait pas d'enfant et que donc son père devienne roi et qu'elle devienne la première dans la succession du trône. Est-ce qu'il n'y a pas un mythe là-dessus? Est-ce qu'en vérité, depuis le début, elle n'est pas prête? Je crois qu'elle est prête par son éducation et je dirais par son sang. Elle appartient à une grande famille royale. Mais à 10 ans, je ne suis pas sûr qu'elle ait su démêler, si vous voulez, les affaires sentimentales de son oncle. Oui. Je pense que la surprise est réelle. Vous pensez qu'elle est réellement, oui. De toute façon, elle connaît tous les usages. Donc son grand-père était roi, son oncle est roi, son père est prince. Il n'y a pas de surprise. Elle n'entre pas dans un monde qu'elle ne connaît pas. Non, pas du tout. C'est une princesse d'une grande famille, elle a été éduquée comme telle, et elle sait parfaitement prendre le relais tout de suite, si je puis dire. Mais je pense que la surprise initiale a été forte pour elle. Mais son éducation l'a préparée à la suite, évidemment. Son training, comme on dit en anglais. Training. Et elle a dû monter d'un cran quand sa sœur, Margaret, naît, et qu'elle comprend que, puisque c'est pas un garçon, elle reste la première à pouvoir hériter du trône dans cette famille. Je pense que lui, et vous avez dit très bien, c'est à ce moment-là qu'elle se met à observer son père, très jeune, à regarder ce qu'il faisait, etc., et ça lui a beaucoup servi par la suite. Surtout que son père l'a associé plus tard à des réunions, en tout cas à les lectures, etc. Elle a vu que c'était un vrai travail et qu'elle savait que sa vie serait dédiée, toute sa vie. On peut peut-être dire ce qu'est devenu son tonton Édouard VIII, qui renonce donc au trône par amour pour Wallis Simpson. Vous êtes capable de nous raconter 2-3 trucs sur ce qu'il est arrivé après? Ils sont venus en France, n'est-ce pas? Alors, ce qui est arrivé après, d'abord, il y a eu l'épisode de la guerre. Lui-même était soupçonné, à juste titre, et sa femme encore plus, de sympathie pour Hitler, très, très, très clairement. Nous n'oublions pas que la famille royale est elle-même d'origine allemande, Saxe-Cobourg. Bon. Et Churchill, très vite, a éloigné le duc de Windsor pour le nommer gouverneur, je ne sais plus si c'est les Bahamas ou les Bermudes, il a été nommé gouverneur d'une petite possession insulaire de l'Angleterre, aux États-Unis, sous haute surveillance, pour éviter qu'il ne soit récupéré par Hitler. Donc ça, dans la guerre, il a été neutralisé. Et très vite après la guerre, il est allé s'installer à Paris. Bon, je crois qu'il est resté malgré tout un peu le mouton noir de la famille royale. Et en tout cas, c'est intéressant que toute la classe politique, y compris les travaillistes, ont été très hostiles à ce projet de mariage qui lui a coûté son trône. Ouais. Ce sont eux qui lui disent dehors. Tout à fait. Pas tellement parce qu'il avait des sympathies pour les nazis, mais parce que pour le coup, sa femme en a. Je crois un peu des deux. Je crois, disons, le support, c'était épouser une femme 2 fois divorcée, qui à l'époque, même pour les travaillistes, paraissait pour un futur monarque, impensable. Les temps ont bien changé, y compris au Royaume-Uni d'ailleurs. Mais que c'est d'abord ça. Il se trouve que l'un et l'autre avaient ce penchant, et que l'ensemble a conduit donc à faire une pression sur lui, et il avait un choix à faire. Et alors vous nous racontez en 2 mots ce qu'est devenu Édouard VIII lorsqu'il n'est plus roi. Il part avec Wallis Simpson.
Après son épisode de gouverneur de cette possession, elle a passé tout le restant de sa vie habité pas près de Paris. C'était comment on dit, j'ose pas dire un client, mais enfin c'était pour toutes les revues People de l'époque. Oui. Voilà. Alors, avec quelques interviews, lui parlait moins, mais je crois que sa femme a un peu parlé. Et puis il s'est éteint, voilà.